Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une note qui fait littéralement fureur, une note qui a provoqué une polémique très forte, mais une polémique extrêmement importante parce que c'est une note de fond. Une note qui s'intitule « Octobre 2023, septembre 2024, une irresponsabilité budgétaire assumée, un Parlement ignoré » et on parle de double discours. Le président de la Commission des finances du Sénat, le socialiste Claude Raynal, le rapporteur général, le sénateur Jean-François Husson, le LR, disent voilà ce qui se passe, voilà la mécanique et voilà ce qui s'est passé dans ces deux, surtout visant les deux gouvernements, Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Bonjour Jean-François Husson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes rapporteur général de la Commission des finances et sénateur LR de Meurthe-et-Moselle. Alors, ce qu'on voudrait comprendre, hein, nous les contribuables, les citoyens, justement, que vous représentez, qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce dans cette, je dirais, cette mécanique qui consistait à la fois à dire les choses, à reporter des choses et à avoir une opacité assez remarquée? Il se passe simplement d'abord que, je veux le dire très tranquillement et posément, le Parlement dispose, les deux chambres, de pouvoirs d'évaluation et de contrôle de l'action du gouvernement. Oui. Et notamment les rapporteurs généraux, présidentes ou présidents de commission des finances, qui nous amènent parfois à faire, je dirais, des contrôle sur pièce et sur place. Ce qui est votre métier, enfin votre voilà. En tous les cas, c'est une faculté qui est à notre disposition, dont on abuse peu, puisque certes, ça faisait extrêmement longtemps que mes collègues prédécesseurs n'avaient utilisé cette possibilité, cette faculté. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, alors que nous alertions, d'abord je veux dire une première chose, nous sommes préoccupés de l'état de dégradation des comptes publics de la nation, oui, bien avant cette dérive. Deux éléments pour le démontrer. Lors de l'examen budgétaire à l'automne 2023 pour le budget de l'année 2024, oui, la majorité sénatoriale, puis le Sénat, avait adopté 7 milliards d'économies. D'ailleurs, j'avais dit à ce moment-là, à l'issue du vote au ministre, voilà, nous vous offrons 7 milliards d'économies, faites-en bon usage. On avait malheureusement constaté que le gouvernement n'en avait rien retenu, ce qui, de notre point de vue, est dommageable. Oui. C'est juste pour poser l'esprit de responsabilité et quelque part la gravité qui nous habitait, parce que jamais depuis 1958, sous la Ve République donc, une opposition au Parlement ne s'était livrée à ce type d'exercice. Ah, c'est la première fois depuis 1958. C'est intéressant. C'était la première fois qu'effectivement il y avait une proposition votée par la majorité sénatoriale et donc adoptée par le Sénat. Je pense que c'est important dans le climat bien sûr de polémique un peu inutile, même si évidemment nous avons aussi souligné ce qui nous est apparu être des carences dans la gestion des affaires publiques. Je rappelle donc que, pour faire simple, oui, à la fin de l'année 2023, le gouvernement prévoyait un déficit public, alors là je parle juste au moment du budget, je vais faire simple, oui, de 4,4% oui, pour l'année 2024. Il finit d'ailleurs à 6,1%. Oui. Sachant que sacré écart, oui. Ça fait en fait 50 milliards d'écart. Oui. Moi, si vous voulez, je veux bien entendre que les exécutants, les membres de l'exécutif, sous l'autorité de deux premiers ministres, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, les ministres, et notamment Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, disent on a tout fait, on n'a rien négligé. Eh bien alors, à ce moment-là, c'est encore plus préoccupant, parce que ça veut dire que même s'ils ont tout fait et tout bien fait, il manque évidemment... il y a un écart substantiel. Oui, 50 milliards. Certains, monsieur Husson, parlent même de 100 milliards d'euros de trous. Oui, on l'a dit également, mais c'est parce que c'est la différence entre la loi de programmation des finances publiques, ça oui, donne la trajectoire jusqu'à l'horizon 2027, oui, et qui était donc à ce moment-là
plus faible, qui était de mémoire à 3,7% le déficit public. Exact. Et on est arrivé à plus, oui. Voilà, donc si vous voulez, je pense qu'il faut prendre les chiffres tels qu'ils sont. Tout à fait. Il faut les repositionner en matière de dégradation. Moi, je pense, je l'ai dit, je pense que cette année, c'est une forme de dérive, parce que nous avions déjà eu l'incident sur l'année 2023, où en fait, on avait eu une dégradation plus importante que prévu du déficit. C'est ce qui m'avait amené à m'inviter à Bercy pour regarder et surtout comprendre comment il y avait pu avoir ce dérapage. Mais on était malheureusement qu'au début d'une dégradation qui s'est accélérée, ce qui quand même me préoccupe parce que c'est l'avenir de la France et des Français. Bien sûr. Ce dérapage s'est transformé quand même, comme vous le dites, en dérive. Et justement, vous parlez de cette irresponsabilité assumée et vous parlez d'un Parlement ignoré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, parce qu'à un moment donné, vous en parlez, et on dit, ah oui, écoutez, ce serait bien que d'ailleurs une lettre adressée par Bruno Le Maire et Tom Cazenave et Elisabeth Borne, il dit, on recommandait de partager largement le caractère critique de notre situation budgétaire, à la fois au sein du gouvernement, mais également dans l'opinion publique. Volonté d'informer, elle n'a pas eu lieu. Non, et je note, on va noter deux choses. On est à ce moment-là, on est au mois de décembre. Oui. On est au mois de décembre, lorsque donc on a la trajectoire qui est annoncée, et cette note est une note du 6 décembre, je crois, 2020. Non, il y a une note, du Trésor qui indique qu'il y a un risque de dérapage. Il y a une note du 13 décembre qui est co-signée des deux ministres adressée à Elisabeth Borne en disant ce que vous venez de dire. Attention, il y a un risque de situation critique. Il faut vite informer le gouvernement et l'opinion publique. Et en fait, il y a peu de réactivité. Il y a évidemment insuffisamment de mesures. Il y en a quelques-unes, mais qui sont très à la marge. Et d'ailleurs, donc, je vous ai dit quel était l'objectif du gouvernement lors du vote en décembre 2023 du Parlement, et c'est moins de 60 jours après que le ministre et le gouvernement, dans un temps très court, très rapide, brusquent un peu les choses et décident par décret de supprimer 10 milliards de dépenses qui venaient d'être votées, évidemment, dans la totalité du budget. Donc il y a une forme, si vous voulez, de précipitation. Oui. Qui n'est pas peut-être la meilleure des démarches à prendre, effectivement, mais ce que vous dites d'ailleurs, si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, en fait, Elisabeth Borne aurait pu prendre des mesures pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. Force est de constater que la Première ministre les a exclus sans en proposer aucune autre. Pour Gabriel Attal, reproché d'avoir privilégié pour redresser des comptes des annulations de crédit. On ne va pas entrer dans la technique, vous avez bien expliqué le projet de loi des finances rectificatives, mais en fait tout ça s'est passé quand même dans une opacité assez totale, monsieur le sénateur. Voilà, effectivement, ce qui est de notre point de vue aussi dommageable, c'est que toutes ces opérations se font uniquement par le choix du gouvernement, sans associer jamais le Parlement, au moins les deux commissions des finances, les tandems président-rapporteur, de la même manière que dans les explications, les mesures, en tous les cas certaines des mesures qu'annonçait le Premier ministre d'alors, Gabriel Attal, il y avait un sursis à statuer, un report plus tard. On comprend que la sensibilité politique peut-être du sujet, et notamment alors qu'arrivaient les élections européennes, a été certainement un des facteurs explicatifs. Mais comme je le dis, le Parlement n'a pas été associé d'aucune manière, alors qu'on avait fait notre rapport je dirais de la première étape. Et on pensait que ce serait la première et dernière étape de la dégradation de nos comptes publics. Ce qui n'a pas été le cas, et d'ailleurs vous avez tout à fait, évidemment raison ce qui me paraît la moindre des choses quand même, c'est le rôle des parlementaires, et puis cet aspect. Et alors, ce qui est intéressant, je voudrais quand même que vous réagissiez, parce que notamment Bruno Le Maire dit, d'après votre rapport, ce n'est pas un rapport, c'est un réquisitoire.
d'opposants politiques truffés de mensonges, d'approximations et d'affirmations sérieuses. Signé Bruno Le Maire, avec d'ailleurs Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Comment réagissez-vous ? Je réagis en déplorant, je pense, un moment ou un sentiment d'agacement. Peut-être pense-t-il qu'il y a une injustice à son endroit, je n'en sais rien, mais tous les éléments qui sont les chiffres, etc., qui sont dans nos rapports des missions d'information, sont tous des rapports, des chiffres qui sont les chiffres du gouvernement. Okay. Nous n'avons rien fait d'autre que d'utiliser, d'analyser et d'essayer de comprendre. Oui. À titre personnel, à plusieurs reprises, j'avais même interpellé le gouvernement au cours du premier semestre de l'année 2024, m'inquiétant de la dégradation des comptes. Et souvent, on nous a opposé, je le dis, les positions des Républicains à l'Assemblée nationale. Quand on est au Sénat, on répond déjà aux sénateurs. Ça me paraît la moindre des choses, et notamment au regard de la position des sénateurs, dont je redis deux éléments. Le premier, de dire on avait voté 7 milliards d'économies, et puis, parce que on l'a entendu aussi, le sujet des retraites. Sur les retraites, le Sénat, la majorité sénatoriale, a accompagné et a voté favorablement avec le gouvernement. Donc, je pense qu'il ne faut pas de faux procès. Et nous sommes une mission d'évaluation et de contrôle. Nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des censeurs. Non, mais... On s'est bien gardé d'ailleurs de le faire. Mais vous faites votre métier. Mais juste plus généralement, une dernière question, Jean-François Husson. Est-ce que quand même cette espèce de dégradation, de dérive, il faut le dire, vous le dites d'ailleurs, et c'est clair avec les chiffres qu'on a, est-ce que ça ne traduit pas quand même quelque chose qui d'ailleurs précède de loin peut-être les 2 derniers gouvernements, cette opacité, ce manque de transparence. Enfin, je veux dire, ce n'est pas en cachant les choses, ce n'est pas en dissimulant, c'est pas en faisant des faux semblants ou des rideaux de fumée qu'on va arranger le réel, c'est le réel. J'ai envie de dire oui, parfaitement, et oui, malheureusement, et j'assume le fait de dire les choses avec un peu de rudesse, mais parce que je pense qu'on est dans un moment où peut-être plus encore que par le passé, au regard de la gravité de la situation et de l'instabilité qui gagne le pays, on doit se dire les choses. On doit le dire en vérité. C'est pas toujours agréable à entendre, et on doit en tirer les conclusions. Et moi, j'assume les deux. Je dis les choses en face. Eh bien, voilà, ça peut être un peu rugueux. Et puis, aujourd'hui, je me retrousse les manches pour essayer de donner le coup de main dans la coalition gouvernementale, qui est une coalition politiquement minoritaire, mais on va se retrousser les manches pour essayer de redresser la situation et que la France soit fière de s'engager dans un sursaut avec un effort massif, mais que les Français peuvent accepter de faire si on leur rend compte de ce qui s'est passé. Exactement, si on rend compte, tout à fait, on se rend compte de ce qui est passé, parce qu'il ne faut pas leur raconter des histoires, et justement, vous essayez, vous ne leur racontez pas l'histoire, et on aimerait que cet exemple soit suivi à tous les niveaux et dans tous les pouvoirs. Merci Jean-François Husson.